Faut clapper ou c'est bon? Ah ouais, chaque fois je me fais avoir. Bienvenue dans À Contretemps, le podcast qui remonte le fil de la pop culture pour mieux comprendre son impact aujourd'hui. Ici, on décortique des phénomènes cultes, des souvenirs marquants et des tendances qui continuent de nous fasciner. Je m'appelle Robin et pour chaque épisode, j'accueille des invités professionnels et passionnés. Alors installe-toi, mets-toi à l'aise et prépare-toi à explorer la pop culture sous un nouvel angle. De retour pour un nouvel épisode d'À Contretemps, très heureux de vous retrouver. À chaque fois, chaque épisode, on aborde un sujet pop culture ou alors on rencontre des invités en lien toujours avec la pop culture. Mais aujourd'hui, on a un invité incroyable, il s'appelle Joe Hume et il est avec moi. Salut Robin. Salut Joe, je suis très heureux que tu bien sois ici avec moi. Bah moi aussi je suis très content. Je vais vous raconter une histoire les amis, il y a quelques temps, on travaillait dans la même boîte avec Joe. Ouais. Toi, tu étais sur WeFM, moi Absolument. j'étais sur Voltage Ouais. et le matin, je le voyais arriver avec, pas tout le temps, hein, mais des fois avec un jouet, 2 jouets, 3 jouets. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec des jouets? Il va animer à la radio et tout. Un appareil photo. Ouais. Et je le voyais avec la lumière du soleil très tôt le matin, un petit Spider-Man sur la branche du micro, Ouais, la c'est perche vrai. micro. Je Ouais. dis, mais il fait des photos, mais qu'est-ce qu'il fait et tout. Bon, trop bien. Je lui en parle un peu. Il me fait, ouais, j'aime bien prendre en photo les jouets. Pas de souci. Je connaissais pas du tout cette discipline. Je me retrouve à Porte de Versailles dans une convention et je vois un immense stand avec plein de cadres, plein de photos, des trucs magnifiques. J'avais l'impression que c'était des vraies photos de vrais acteurs. Ouais. Et non, c'était des jouets. Eh oui. Je comprends donc ce que c'est la toy photo. Je parle avec ceux qui tiennent le stand. Et il m'explique un peu que c'est quelque chose que tout le monde peut faire à la Ouais. maison avec un simple smartphone, avec un peu de lumière, un peu d'imagination, et puis des jouets, tout le monde en a à la maison. Et je leur dis, ah mais moi je connais un gars, il bosse avec moi, il s'appelle Joe Hume. Et là les gars me regardent avec des yeux, quoi? Tu connais Joe Hume? Tu sais que c'est grâce à lui qu'on a fait de la toy photo et tout. Le king de la toy photo. Je suis rentré chez J'aurais moi. ça au moins dans ma postérité. Non, il n'y a pas que ça, et on va y revenir. Mais après, j'ai vu ton deuxième compte Instagram avec toutes tes photos, Ouais. qui est trop cool. Et là, je me suis dit, ok, à contre-temps, je veux faire un épisode sur la toy photo, entre Génial, autres. trop bien. Donc, quitte à avoir un invité, autant avoir le boss de la toy photo. Ah ouais, non, Bah, c'est enfin, ce qu'ils je ont sais dit, pas hein. si on peut dire ça. Ouais, bah, ils sont gentils. C'est ce très qu'ils gentil ont à dit. eux, mais bon. Focus sur Joe Hume dans ce nouvel épisode d'À Contretemps. On enregistre dans un nouvel endroit, c'est le Yanko Bar. Regardez comme on est bien. C'est très cool. Hein. On est bien installé. On est bien C'est installé. chaleureux. C'est dans le 15 rue Monsieur Le Prince dans le 6e arrondissement de Paris. C'est un bar un peu thématisé One Piece, manga, du moins pop culture. Il y a des Nintendo Switch ici. Si vous voulez affronter vos collègues, vos potes, vous réservez la salle, un anniversaire ou quoi, et vous réglez vos comptes sur Smash. Grave. Il y a pas mal de jeux. Il y a Ça se fait. des étagères avec plein de jeux de société partout. Et t'es juste. Bah, vraiment, je suis venu donc. Avec mon fiston qui est juste à côté, on a mis de 30 secondes depuis le métro Odéon, donc c'est vraiment hyper, mais c'est cool, c'est hyper c'est en sympa. plein centre C'est de pratique. Paris et je peux vous dire que vous pouvez grignoter, il y a des planches et tout, et boire ici. Et les prix, alors t'as pas vu la carte, on boira un petit coup après. Voilà. Mais je voilà. peux te dire que les prix par rapport au reste Si du tu veux que je quartier, raconte pas c'est trop de bêtises. hyper abordable. Ça a été créé par 2 potes qui sont connus pendant leurs études. Et franchement, vous dites que vous venez de la part du podcast À Contretemps au Yanko Bar. Et vous allez voir, vous allez être bien servi. Aujourd'hui, Joe, on va parler toy photo. Ouais. Mais pas que, on va aussi parler de jouets en général, Ouais. de pop culture, de radio, de podcast, Ouais. d'événements, parce qu'on a la chance d'avoir un invité qui regroupe toutes les facettes de la pop culture. Je fais tout pas très bien. Là, plutôt que de me concentrer sur un truc dans lequel j'ai une expertise de ouf, je fais plein de petits trucs. Jamais excellemment bien, mais Ben, non, c'est si. plutôt de plusieurs cordes à mon arc, on va dire. Quand on te demande, tu fais quoi dans la vie, tu réponds quoi? Ouah. En fait, le truc qui vient le plus simplement, le plus rapidement, c'est animateur, présentateur radio. Parce que c'est le métier que je fais depuis le plus longtemps de la manière la plus fréquente, on va dire. C'est mon gagne-pain depuis que je suis rentré chez WeFM en 2009. C'était ta première radio? Ouais, T'as c'était commencé ma par la première radio? J'ai commencé par la, j'ai commencé par la radio complètement au pif en fait. Moi, j'ai passé un bac, j'ai voulu commencer une fac de théâtre, mais ça m'a pas fasciné parce que c'était très théorique et ça m'intéressait pas trop. Donc j'ai fait une école de théâtre par la suite et je me dirigeais vers une carrière de comédien, si tu veux. Je voulais faire du théâtre, du cinéma.
Et sauf que je galérais, j'avais une compagnie, on tournait, je faisais des spectacles, mais c'était très très difficile d'obtenir une indépendance financière en faisant ça. On avait vraiment du mal à joindre les deux bouts. T'étais de Paris de base? J'étais de banlieue parisienne. Banlieue parisienne, ouais. Banlieue parisienne, pas très loin de l'aéroport de Roissy. Et j'arrivais pas à débloquer des revenus suffisants pour m'installer dans mon propre appartement. C'était un peu difficile. J'arrivais pas à obtenir l'intermittence, à accumuler suffisamment d'heures pour être intermittent du spectacle. Donc c'était vraiment une très grande passion. Un métier que je pratiquais avec des personnes qui sortaient d'école de théâtre avec moi et tout. Mais voilà, c'était difficile. Et à cette époque-là, j'ai la personne qui partage ma vie encore actuellement aujourd'hui, qui travaillait chez WeFM, me dit qu'il cherche un chroniqueur jeux vidéo, mais qui puisse parler de jeux vidéo, mais en faisant un peu de manière un peu décalée, en faisant un peu des sketchs et tout. Donc j'ai dit moi j'avais la dalle, hein, genre. T'étais déjà un peu un geekos à cette époque-là. J'étais déjà gamer, voilà, j'ai eu une enfance et une adolescence extrêmement geek entre guillemets, mais voilà, j'ai grandi avec les Tortues Ninja, avec les Maîtres de l'Univers, puis avec Dragon Ball Z. J'ai eu ou des copains et copines ont eu des consoles de jeux. Enfin voilà, je pense que j'ai vécu avec ma première Game Boy greffée dans les mains pendant des années. Donc c'était ma culture, effectivement. Et là, c'est le métier de rêve qu'on te propose. Ouais, c'était un métier en tout cas qui pouvait. Je me disais pas, tiens, je vais faire de mon métier journaliste gaming. Ouais. Mais c'était une porte d'entrée vers la radio, qui était un média qui me plaisait beaucoup. En plus, j'ai grandi avec WeFM, donc c'était une radio qui me donc le rock et tout, parlait. déjà, j'écoutais du rock, et puis la radio que j'écoutais quand j'étais ado, c'était WeFM. Donc je me disais, pourquoi pas, ce serait cool. Il y avait ce côté, ça me faisait un peu rêver, la radio. Je m'étais jamais dit que j'allais en faire mon métier, mais c'était un média qui me faisait un peu rêver. Et donc j'ai proposé un peu au pif cette candidature pour être chroniqueur jeux vidéo, et ça a marché direct. Ils ont bien aimé le ton que je prenais, le décalage que j'essayais d'apporter pour pas faire de la chronique jeux vidéo pure et dure avec test, graphisme, musique, animation, gameplay. Et là, c'était vraiment plus des chroniques de feeling, si tu veux. C'était en partenariat avec PlayStation à l'époque, donc c'était même pas vraiment WeFM qui me payait. C'était un contrat qui existait grâce au fait que PlayStation avait pris un partenariat avec WeFM pendant. Il n'y a plus de partenariat WeFM. Non, c'est fini ça. C'est fini. J'ai eu trois PlayStation quand même, 3 générations de PlayStation gratos grâce à ça. Ça m'a vendu du rêve, je t'avoue. Quand ils m'ont dit, la première fois qu'ils m'ont dit, du coup tu vas venir chez Sony pour récupérer ta PS3, j'étais là genre quoi? C'est-à-dire, on dit oui, il faut bien que tu joues les jeux, faut bien que tu joues aux jeux. Il faut bien que tu les testes et tout. Ça tombe bien parce que j'ai vraiment pas un blé pour m'acheter. Du coup, ils t'envoyaient les jeux aussi. Du coup, j'avais en fait, Sony m'a fourni les consoles, et ensuite les éditeurs envoyaient des jeux chez WeFM, parce qu'ils savaient qu'il y avait un chroniqueur jeux vidéo. Quand ils ont su qu'il y avait enfin un chroniqueur jeux vidéo chez WeFM, ils se sont empressés d'envoyer des jeux. Donc bref, c'est comme ça que j'ai découvert le milieu de la radio, en étant chroniqueur jeux vidéo dans la matinale. Et puis petit à petit, alors déjà, j'ai très rapidement obtenu mes heures d'intermittence. Donc je me suis dit, c'est bien quand même ça. Donc là, t'étais du coup intermittent. Ouais, j'étais payé en cachet d'intermittent, et j'ai fait mes heures en 6 mois grâce à WeFM, grâce à ce contrat. Donc je me suis dit, c'est cool, c'est bien d'avoir un job un peu stable, quoi. C'était pas payé de ouf, mais pour moi c'était déjà un job que tu kiffes aussi. Ouais, exactement. Et surtout, je me suis pris un peu pas de passion, mais ça m'a un peu fasciné, ce milieu de la radio, de voir les réals travailler, de voir les animateurs, voir comment ça fonctionnait en fait. Surtout que WeFM à l'époque, qui se trouvait encore à Bastille. On était en quelle année on était en 2009. C'était la saison 2009-2010. C'était pas encore filmé la radio aussi? C'était filmé, mais c'était balbutiant. Ok. C'était balbutiant, et ça n'attirait pas vraiment les foules. Mais WeFM était encore une radio très. C'était pas une radio associative, c'était une vraie radio. C'était Arthur qui possédait le truc à l'époque. Mais il y avait, on était une petite équipe en fait. Il y avait entre 30 et 40 personnes dans les lieux, dans les locaux, en comptant l'antenne, le staff là-haut, la programmation, les partenariats, tout ça. Donc il y avait entre 30 et 40 personnes. Donc c'était une petite structure assez familiale dans l'esprit, dans laquelle j'ai pu assez rapidement faire avoir des nouvelles missions en fait. On m'a d'abord demandé d'animer la matinale du week-end. Du coup on m'a appris à faire de la réalisation pour que je puisse m'auto-réaliser. Donc j'ai tout appris sur le tas.
Et depuis, c'est donc devenu mon métier. Ton métier faire de la principal. radio, c'est T'as fait un devenu peu de mon télé métier aussi, principal. non? J'ai fait un peu de télé pendant après 7 ans chez WeFM. Je suis parti pendant 1 an sur France 5 pour bosser dans les maternelles. Ensuite, j'ai fait une saison chez BFM TV en tant que reporter culture. C'était super intéressant en 2017, je crois. Ouais, saison 2016-2017. Et ensuite, j'ai bossé pour MCM. Pour une émission quotidienne qui s'appelle Pop Life. Ça, je m'en souviens pas. Ouais, Ça, je m'en souviens bien. d'abord avec mon pote Nico Pratt, ça s'appelait Joe et Nico. Ouais. Et ensuite, quand il est parti pour bosser ailleurs, moi j'ai repris le truc en solo, ça s'appelait donc Pop Life. Jusqu'à la fin du confinement, à peu près. Jusqu'à la fin du second confinement. Ok. Et donc j'ai fait. En comptant les années avec Nico Pratt plus mes années en solo, j'ai dû faire 5 ans de quotidienne sur MCM. Et à un moment, eux comme moi, on a senti qu'on était allé au bout d'un truc. Et le lendemain de la fin de mon contrat chez MCM, il y a un coordinateur d'antenne chez WeFM où j'avais pu bosser depuis 5 ans qui m'appelle et me dit on cherche un animateur pour la matinale, ça te dirait pas? Et je dis mec, c'est trop bien, il y a mon contrat qui se termine là chez MCM, donc bah oui, j'arrive, je débarque. Et c'était la seule, dans toutes les années que j'avais fait chez WeFM, la seule tranche que j'avais pas portée, c'était la tranche matinale. Morning. Je l'avais fait en remplacement, en joker si tu veux, mais je l'avais jamais tenu sur une saison. Donc c'était un super challenge, j'étais trop content de revenir chez WeFM en morning. Donc j'ai fait le morning pendant 2 ans. En solo ou t'étais en duo déjà? Une année en solo et Ok. une année avec Margot Margot. Lassalle qui maintenant est chez RTL2, avec qui j'ai passé une année géniale. Ça a trop matché entre elle et moi, c'était vraiment super. Et c'est l'année où je suis arrivé du coup. C'est l'année où tu es arrivé. C'est l'année où je suis exactement, arrivé. l'année où on s'est rencontrés. En Et effet, depuis, je suis chez le duo Europe marchait 1, très là, bien. et ça se passe bien. Europe 1? Ouais, là c'est Europe 1, ouais, depuis 2 ans, depuis 2 saisons. Enfin là j'entame ma 3e saison. Et toujours musique, t'es toujours. Ouais, c'est toujours en plus, musique c'est plus et jeux ouais, vidéo. sur Europe 1, je préfère parler que de musique. Ouais. Ça me va très bien. Oui, on ne va pas aller plus loin. Voilà. Donc, on reviendra aussi sur tout ce que tu fais à côté de la radio, mais là, Ouais. j'aimerais qu'on se concentre un peu sur la partie jouet. Déjà, Bien sûr. est-ce que tu te J'en ai souviens? un sur moi d'ailleurs, c'est marrant. C'est vrai? C'est rare que j'ai pas de jouet sur moi. Là dans mon sac il y a un jouet. Ouais. C'est quoi ton jouet? Dans mon sac, je peux me lever pour aller le chercher? Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Je bois de l'eau pendant ce temps-là. Mais c'est fait exprès? T'avais fait exprès de le prendre pour le. Non, tu. Non, j'ai pas fait exprès de le prendre. En fait, comme tu dis, j'ai la passion du jouet. Ma passion du jouet, elle date de l'enfance. Et donc, Ok. c'est très rare que je me balade pas sans mon appareil photo. Oh, mais trop stylé. J'ai toujours mon appareil photo. Un peu les gens qui sont les photographes qui nous regardent doivent se dire ok, le gars, il a son appareil qui est quand même un boîtier Sony Alpha à 2500 boules. Donc. Que je me suis payé en faisant énormément d'économies. Il est dans un sac, Un sac dans plastique. un sac à plastique Apple. Ouah, l'appareil photo. On de... va se dire, il est fou. Si vous nous écoutez Ça, c'est en mon audio, boîtier. donc il vient de sortir en effet d'un sac plastique, C'est mon boîtier. un téléphone Et, avec un qu'est-ce objectif que de j'ai pris malade. aujourd'hui ? J'ai toujours un jouet sur moi en fait. Quand je vais au boulot, quand je sors, j'ai toujours un jouet sur moi. Là, c'est Peter B. Parker Yes. de Ah, ils sont beaux, ouais. Spider-Man Across the Spider-Man. Across the Spider-Verse. Hop. Avec les différents visages, les différentes Ouais, têtes, avec les plein de- mains, les avec plein de- pieds. avec plein de visages différents. Donc là, il a- c'est il a au son cas où porte-bébé. tu arrives dans un endroit, Ouais. Et que j'ai envie de faire une photo. une lumière un peu cool, Ouais, le ou décor juste, un peu sympa. Ou juste même pour avoir un jouet en fait. J'aime bien faire sortir les jouets de chez moi et en avoir un dans la poche, pouvoir tester des poses. Je sais pas, j'adore ça. Et en ce moment, je me lance dans un petit truc. Alors, c'est vraiment. Là, en revanche, il n'y a aucune velléité de faire du beau. Mais tous les jours, je prends un jouet en photo dans ma poche ou dans la poche de quelqu'un en train de se balader dans la Ah, rue. j'ai vu Je vais en ça. faire un par jour. Mais j'ai juste commencé ça il y a une semaine. Je vais essayer vraiment de le régulariser et de faire des photos un petit peu plus chiadées. Donc, j'ai pris lui aujourd'hui. C'est trop bien. Tu te souviens de ton premier jouet ou alors ton jouet préféré quand t'étais gamin? Alors, le tout premier, je sais pas, mais quand j'étais petit, c'était vraiment les maîtres de l'univers qui étaient hyper importants Ok. pour moi. Je suis né en 1982, donc j'ai été enfant au pic de popularité des maîtres de l'univers sur tous les jouets. Le dessin animé, je le regardais un peu, ça passait dans le Club Dorothée le matin, mais c'était surtout les jouets qui me fascinaient. Et mon premier Skeletor, du coup, quand j'étais petit, c'était vraiment c'était mon jouet fétiche. Et il a été assez rapidement, pas remplacé, mais égalé par les Tortues Ninja. En fait, les Maîtres de l'Univers existaient déjà quand j'étais à ma naissance. Les Maîtres de l'Univers, c'est arrivé en 1982, je crois. Et donc, même si ça avait un petit peu de décalage en France, les Maîtres de l'Univers existaient à ma naissance. Donc, en revanche, les Tortues Ninja, je les ai vraiment vus arriver, quoi. Ouais. C'est la première gamme de jouets où je les ai vus débarquer. J'ai dit, yes, ça c'est pour moi. Et j'étais all-in, quoi, tu vois. Vraiment, mon premier, c'était Raphaël.
Raphaël, c'est le rouge? Non. Raphaël, ah ouais, le mec il est pas sûr. Bien sûr Non, que moi oui. je suis vraiment pas sûr. Ah mais si, Non, mais Raphaël, tu sais que je les confonds. Raphaël, Raphaël, le c'est le bandeau rouge, Donatello, c'est le violet. Ouais. Après, je confonds les deux. Waouh, Je confonds les deux. waouh. Non, mais honte à moi, je confonds les deux. Alors ensuite, donc Raphaël, c'est celui qui est un peu, Voilà, qui est un c'est peu ça. grognon, c'est le rouge. Donatello, c'est l'intello de la bande, c'est le violet. C'est celui qui répare les trucs, qui fabrique C'est des petits gadgets et tout. Michelangelo, c'est le orange, c'est le trublion, voilà, c'est c'est le petit rigolo qui fait des conneries tout le temps. Et Leonardo, c'est le sage, le boss, celui qui est censé être un peu le leader, et c'est le bleu. Et bien entendu, Maître Splinter, Le rat. leur sensei. Merci beaucoup pour ce, pour ce petit rappel Tortue Ninja. Voilà. Et donc, du coup, ouais, c'était les maîtres de l'univers. Ouais, les maîtres de l'univers. Tortues et Ninja. très rapidement, les Tortues Ninja qui ont occupé une place très très importante, d'autant plus que c'était des personnages auxquels on pouvait s'identifier. Les Tortues Ninja, comme le Teenage Mutant Ninja Turtles, c'était des ados dans le dessin animé en tout cas, ils aimaient faire la fête, ils aimaient manger des pizzas, enfin tous les trucs que les gamins adorent, le skateboard, avoir un peu, il y avait un côté Spider-Man aussi dans leur manière de s'exprimer, à savoir tu sais, tout le temps faire des petites blagues. Voilà. Puis un peu gaffeur, un peu. Ouais, un peu gaffeur, un peu détente. Donc j'aimais bien. Et tu les as toujours ces jeux-là? Les jouets de quand t'étais gamin ou pas? Non, j'ai plus. Non, non, mes parents les ont donnés à un moment. Ouais. Tu vois, donc je les ai rachetés quand j'ai commencé à avoir un pouvoir d'achat d'adulte. Et puis j'ai vu le premier film Tortue Ninja au cinéma. C'est un de mes premiers souvenirs de cinéma, comme le tout premier Batman de Tim Burton. Tu vois, tout ça, c'est des trucs, ça a été des marqueurs culturels pour moi, très forts, qui sont restés très présents dans mon panthéon culturel au fur et à mesure de ma vie. Et j'ai lâché les jouets pendant un moment à partir du lycée, tu vois, quand j'ai commencé à découvrir les filles. Je me suis dit, les jouets, ça m'intéresse plus, je préfère. Oui, et puis t'avais peut-être peur qu'on dise, ah là là, mais c'est encore un gamin. Ouais, et puis ou c'est un juste truc que, comme en ça. fait, moi j'ai continué à jouer avec. Enfin, pas à jouer, mais j'ai continué à acheter des jouets assez tardivement. Tu vois, je me souviens qu'en 5e, 4e, les gamins, ils en avaient plus rien à foutre des action figures, quoi, tu vois. Et moi j'étais là, genre, mais non, si, il y a des jouets aliens et tout, je trouvais ça trop bien. Et au lycée, quand j'ai commencé à m'intéresser aux filles, bon. Les jouets, je les ai laissés de côté. Et puis t'en avais pas un dans le sac, quoi. Ouais, voilà. Puis j'en achetais plus vraiment. Je trouvais toujours l'objet jouet cool, mais je m'y attachais plus trop. Et c'est aux alentours de la trentaine que je suis un peu retombé dedans. C'est-à-dire quand j'ai commencé à avoir un pouvoir d'achat et qu'il a commencé à y avoir cette, tu sais, c'était il y a une quinzaine d'années, où cette grosse vague de nostalgie a commencé un peu à devenir pour les marques et pour les annonceurs un truc un peu vendeur. Et moi, ça a très rapidement tapé dans plein de souvenirs d'enfance. Bah ouais. Et je me suis dit, attends, mais là, c'est cool, j'ai un peu de thunes, je peux me racheter ce Raphaël vintage que j'avais quand j'étais petit et tout. Et au départ, c'est venu un peu comme ça, c'est-à-dire j'ai retrouvé un attachement aux jouets. Sauf que je me suis dit, bon mec, t'as plus de 30 ans là, tu vas pas jouer avec tes jouets comme un gamin, tu vas pas être dans ta chambre. Et la personne qui partage ta vie, du coup. Ouais, avec ma meuf en plus, tu vois, à disait l'époque, elle trouvait ça mignon au début, tu vois. Elle a pas vu venir le raz-de-marée. Elle s'est dit, bon d'accord, il rachète ses jouets, c'est un peu. D'autant plus qu'elle est pas tellement matérialiste comme ça, comme moi, elle s'en fout un peu, elle a pas la collectionnite, elle est pas. Donc au début elle trouvait ça mignon, puis au bout d'un mois elle a quand même rapidement commencé à trouver ça envahissant, mais c'était malheureusement trop tard, le mal était fait. C'est juste que je me suis dit, bon, tu vas pas jouer avec tes jouets, en fait je réfléchissais à une manière d'en faire un usage un peu ludique et un peu artistique, et donc au début je me suis amusé à les prendre en photo avec mon téléphone, avec mon iPhone, quoi. Mais même pas en les mettant en scène, juste pour les archiver un peu, c'est-à-dire que j'avais un jouet, je le prenais en photo. Okay. C'était une sorte de collection de photos, de photos de ma collection. Je vois. Voilà. Tu te faisais tes cartes, je cartes à collectionner. Je répertoriais mes jouets en les prenant en photo. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant parce que si je les mets avec cette lumière-là, ça met en valeur. T'as commencé à avoir le côté l'œil artistique. Exactement. T'étais déjà un peu dans la photo, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Enfin, c'était quelque chose qui me plaisait, mais j'avais jamais pratiqué. Ouais. J'avais pas comme je te dis, je prenais avec mon iPhone, j'avais pas d'appareil. Donc c'est vraiment, c'est venu petit à petit. Et en allant sur des forums, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes âgées, non, mais d'autres trentenaires comme moi, tu vois, qui partageaient un peu cette passion du jouet. Et je voyais qu'il y en avait certains qui partaient le week-end en forêt et qui prenaient leurs jouets avec eux et qui les prenaient en photo en train de marcher dans la forêt et tout. J'étais là, alors, c'est marrant, c'est un peu chelou, mais bon,
pourquoi pas, c'est drôle, donc je me suis dit ouais, pourquoi pas m'en inspirer et essayer de mettre un peu des jouets en scène. Et en fait tout s'est enchaîné, c'est-à-dire que petit à petit je me suis souvenu de, tu sais, des photos que je voyais dans les catalogues de jouets quand j'étais petit, avec des décors qui mettaient en scène les jouets. Mais de fou. Et en fait, le fait de faire ça, ça me rappelait, je me disais, c'est comme si moi, en fait, j'avais la possibilité maintenant de faire ces photos en situation dans des décors. Et c'est comme ça que c'est venu petit à petit. Je me suis acheté des petites lights pour créer mes petits effets. Et puis, j'ai découvert qu'on pouvait acheter des éléments de décor, soit à des artistes qui faisaient ça de manière artisanale et qui vendaient ça sur Etsy ou sur des petits e-shops. Très rapidement, l'iPhone a commencé à montrer ses limites techniques, donc je me suis acheté un petit appareil hybride réflexe. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme communauté sur Internet, particulièrement sur Instagram. C'est ça, j'ai découvert du coup, en cherchant suite à l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, j'ai découvert en fait que c'était vraiment quelque chose de très très gros, notamment aux États-Unis. Aux US et en Asie, ouais. Aux US et en Asie, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà une communauté hyper développée. Donc en fait, une communauté très cool en plus, très accueillante. Toi, tu as commencé sans savoir que ça existait déjà. Ouais, voilà. Moi, j'avais juste découvert ça sur des forums de collectionneurs, mais vraiment très niche, quoi, tu vois. J'avais pas capté que sur Instagram, il y avait toute cette communauté. C'est ce qui fait que c'est pour ça que c'est très gentil de leur part, les gens qui t'ont dit ah c'est le boss de la toy photographie et tout. C'est juste que je pense qu'effectivement en France, sans du tout vouloir me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, parce que je considère que vraiment je suis loin d'être le plus performant en la matière, mais en revanche je crois que je dois être effectivement un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir créé un compte Instagram français dédié à ça. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et à l'avoir un peu répandu. Et très rapidement, il y a des gens qui se sont saisis de ça, tu vois, qui ont découvert mon Insta, qui se sont dit ah, mais c'est génial, moi aussi j'adore les jouets. Peut-être que je pourrais m'inspirer de ça, les prendre en photo. Et je pense que j'ai permis à la communauté de toy photographie française de se développer, effectivement. Parce que l'Instagram, allez le voir, donc c'est French Toy Lover. French Toy Love. Ah, j'ai écrit Lover. French Toy Love. C'est le correcteur. On le connaît. French_Toy_Love. Mais si tu tapes French Toy Love, tu vas tomber dessus assez rapidement. Ou alors Joe Hume, vous allez directement sur Instagram, vous allez tomber sur le deuxième compte. Ouais. Mais les photos sont vraiment trop belles. En préparant l'épisode, j'ai montré à ma meuf qui elle n'y connaît strictement rien. Je lui montre juste ton Instagram. Elle me dit mais non, mais c'est pas des jouets. non, mais c'est pas des jouets. J'ai zoomé sur un genou où on voit vraiment que c'est un jouet avec l'articulation. Et tout, pour lui dire mais si regarde. Mais comment il fait ? Non, c'est vraiment ouf. Et les dioramas et tout. Les dioramas, donc c'est le décor. C'est les éléments de décor, c'est incroyable. Tu parlais tout à l'heure ça rappelle un petit peu les dessins animés ou les pubs, les pubs qu'on voyait. Moi, je pense j'ai une nostalgie des pubs de jouets pour enfants. Aux Action Man. Alors Action c'est peut-être plus ma génération. Action Man, le plus grand de tous les héros. Avec le traîneau dans la neige et tout. Je me disais mais comment ils arrivent à faire ça ? Et c'est vrai que ça permet. Avec du polystyrène, mon pote. Et ça permettait de voir aussi que, enfin pas de voir, mais ça permettait aux enfants de se dire ah mais c'est pas un jouet, c'est peut-être un vrai gars qui existe. Un peu dans le délire de Toy Story de Buzz l'éclair et carrément. Et moi c'est ça, hein, ce qui me pousse petit à petit dans la photo de jouet, c'est de raconter des histoires en fait. Raconter des histoires avec une image, avec un jouet, avec une photo. C'est de donner un peu vie aux personnages issus de la pop culture que j'ai toujours adoré à travers le jouet, à travers mon œil et la photo que je fais. Et c'est aussi que les personnes qui regardent puissent se projeter dans un imaginaire qui est proche de des films, des comic books, des séries qu'on aime, qu'on adore, et les adapter à ma manière de les regarder, quoi. C'est ce que je veux dire. Et tu fais tous les jouets ? C'est-à-dire tous les par exemple j'ai en tête les Funko Pop. Tu sais les j'aime figurines pas les avec les grosses têtes là. Non, c'est vraiment les jouets plutôt réalistes. Ouais, pas forcément plutôt réalistes, mais moi j'aime bien les jouets très articulés. Parce que j'aime prendre le temps de créer des poses qui soient hyper réalistes, tu vois, auxquelles on peut s'identifier. Il y a une photo que j'avais faite qui avait hyper bien marché. C'est une de celles qui a été le plus populaire, avec justement le personnage de Peter B. Parker qui est accoudé à une fenêtre en train de regarder dehors. Avec un trench coat et en dessous on distingue son costume de Spider-Man. C'est une photo très simple, mais où en fait j'ai passé hyper longtemps à accouder le mec sur le rebord de la fenêtre, à lui voûter un petit peu le dos, à choisir une expression du visage où il regarde un peu dans le vide. Et juste cette photo-là, qui n'est pas une photo, on va dire, 100% réaliste, mais qui est une photo très très réaliste, où en fait j'ai passé hyper longtemps à accouder le mec sur le rebord de la fenêtre, à lui voûter un petit peu le dos, à choisir une expression du visage où il regarde un peu dans le vide. Et juste cette photo-là, qui n'est pas une photo, on va dire,
d'une pose iconique de Spider-Man en train d'envoyer, en train de shooter une toile vers un immeuble et tout, qui n'est pas une pose spécialement dynamique, mais qui est une pose hyper réaliste et dans laquelle les gens peuvent se projeter, s'identifier. En fait, moi, j'adore faire ça. J'adore rendre... Excuse-moi. Je bois une San Pellegrino, c'était une erreur. J'ai la même. Mauvais choix. J'aime bien que les gens puissent... J'aime bien rendre tous ces personnages accessibles, en fait, un peu palpables. Voilà. Et tu fais que des persos, du moins des licences que t'aimes bien, genre super-héros, du Jurassic Park, du Star Wars. Alors oui, en majeure partie. Enfin, tu vois, il va y avoir des phases aussi où tu vas regarder mon feed et tu vas tomber que sur des Batman parce que je vais avoir eu une nouvelle figurine Batman qui est trop bien et que j'ai envie de la prendre sous toutes les coutures. J'essaye de diversifier, mais c'est vrai que souvent je retombe dans les mêmes... un peu dans les mêmes univers. Cela dit, j'aime aussi beaucoup, et ça je l'ai découvert depuis que je me suis remis à acheter du jouet, j'ai découvert aussi des jouets qui sont issus de rien du tout, qui sont des jouets de créateurs ou de créatrices, qui ne se rattachent à aucun univers en particulier. Ouais, à aucune licence. Et ça j'adore parce que ça te permet, toi justement, de développer ton imaginaire autour de ça. C'est plus l'objet jouet en soi qui m'attire, plus que les univers qui sont censés représenter. Donc je suis pas un collectionneur, par exemple, tu vois. C'est-à-dire je vais pas vouloir à tout prix avoir toutes les figurines d'une même gamme pour la compléter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec visuellement, qu'est-ce que je vais pouvoir... Quel genre de photos ça va m'inspirer. Est-ce que tu es du genre à te balader dans une ville, tu passes devant un magasin de jouets, tu te dis « Oh, je vais rentrer pour voir ». Bien sûr, sûr, ça ressort avec un jouet. Après, même 5 minutes après avoir enregistré ce podcast, je vais aller chez Album Comics qui est à 5 minutes à pied. T'as regardé, après tu connais peut-être le coin, mais t'as regardé un peu mec, je suis là tout le temps. Je vais au moins une fois par semaine chez Album Comics. Donc là, je me dis, c'est cool, je suis pas allé cette semaine. Je fais le podcast avec Robin. Et comme c'est à Odéon, j'en profiterai pour passer chez Album. Allez, let's go. Voir ce qu'il y a. Et est-ce que je repars avec un truc ou pas, tu vois. On est tous pareils en fait. Voilà. Bon. Et t'en as combien de jouets, de figurines T'as compté? Mec, encore ce matin, avant de venir, je le raconte souvent parce que c'est assez parlant quand même. J'en ai trop, hein, je sais pas combien j'en ai. Ok. J'en ai beaucoup trop. Et en plus, moi, le problème, c'est que j'ai du mal à me séparer des trucs. Ouais, c'est-à-dire que même des jouets que j'ai pris en photo 50 000 fois, dont je sais qu'ils vont plus forcément me servir, je me dis, ah mais on sait jamais si jamais un jour j'ai envie de leur sortir. Totalement comme toi. Du coup, j'accumule. Et c'est problématique parce que... T'as les boîtes aussi Non, elles sont... Alors, il y en a que je jette. Okay. La plupart du temps, je les jette. Et les boîtes que je trouve vraiment belles, où il y a des artworks et tout, elles sont stockées à la cave. Mais ma cave, mon pote, tu peux même plus rentrer dedans tellement il y a de bordel. Et à la maison, on a 2 enfants avec ma compagne, on habite dans un appart parisien, donc autant te dire que les murs sont pas extensibles. Donc ça devient problématique. Et donc, ce matin, avec ma meuf, j'étais en train de m'habiller tout simplement pour venir ici, pour te rejoindre. Et j'ouvre mon dressing, mon placard. Et en fait, pour accéder à mes affaires, pour accéder à mes slips, il faut pousser les jouets. En fait. C'est-à-dire qu'il y a des montagnes de jouets qui s'accumulent. Et je suis obligé de les pousser pour accéder aux t-shirts, pour accéder aux trucs, parce que j'ai plus de... J'ai plus de place. Où les mettre. Il faut que j'achète des boîtes là et que je fasse un tri. Tu prends un ça local. Va prendre des... Tu prends un local. Mais c'est... Ah oui, bah ça, après, je veux bien te croire. C'est cher. Donc, bon, voilà. Et puis en plus, prendre un local, ça veut dire qu'il faut que ce soit rapidement accessible pour que je puisse aller chercher les toys pour pouvoir les prendre en photo. Bah ouais. Parce que je photographie majoritairement chez moi, dans mon salon, j'installe mon petit studio et tout. Où il faudrait que j'ai un atelier en fait. Quoi. Il faudrait que je sois un artiste qui vide son art. Est-ce que tu as transmis cette passion à tes enfants ou... Parce que quand on est enfant, les jouets, on kiffe. T'aimes bien les jouets, Ernest ? Ouais, il kiffe. Tu dirais que papa aime plus les jouets que toi ou que toi tu aimes plus les jouets que papa ? Non, arrête, c'est faux. Il vient de dire papa aime plus les jouets que moi et c'est pas normal. C'est faux. Tu sais que c'est faux ce que tu dis. Non. Mais c'est tellement... Moi j'aurais rêvé d'avoir un papa qui kiffe les jouets. Il troll bien entendu. Bah bien oui. Non mais c'est vraiment trop bien. Mais c'est vrai que très rapidement j'étais déjà retombé dans les jouets quand il est né. Donc il a toujours été entouré de jouets. Ouais. Il a toujours eu le droit sous mon contrôle de les utiliser. Parce qu'il joue pas avec les jouets que t'achètes. Mec. Il y a des jouets que j'achète qui sont intouchables. Oh non. Mais non, mais il y en a, c'est pas possible. La frustration. Mais non, mais il y en a, c'est pas possible. Mais en revanche. T'as tous les Spider-Man, les Batman. Non, mais il y en a que je t'en ai donné plein, non ? Ouais, j'en ai donné plein. Ça va. Non, mais si, il y a une transmission quand même. Il y a une transmission.
Mais c'est trop bien. C'est quoi ton jeu préféré? Non, là on repart sur moi, tu peux continuer à jouer à Zelda. Moi, mon jouet préféré, ça change quand même régulièrement. J'ai des coups de cœur. En fait, à chaque fois que j'ai une nouvelle livraison, j'ai un coup de cœur. Là, en ce moment, j'ai reçu, je ne l'ai pas amené ici, je vous l'aurais montré sinon. Mais il y a un site internet qui s'appelle Hobbygenki que je me permets de saluer parce qu'il m'envoie plein de toys. Vas-y. Et donc, vraiment, eux, ils apaisent ma soif de jouets en m'en envoyant régulièrement. Donc, c'est un site qui a été monté par un Français qui s'est installé au Japon pour faire un site d'export de toys japonais. Et donc lui il est basé à Tokyo. Ça s'appelle Hobbygenki, allez voir, c'est vraiment un chouette site. Et donc ils m'ont envoyé là le Ganondorf de Tears of the Kingdom. Oh là là. C'est le méchant de Zelda. C'est le méchant de Zelda. Trop beau, c'est le méchant de Zelda. Dans sa version Tears of the Kingdom, donc le dernier en date sur Switch. En gros, il est grand, il est petit. Il est comme As. Il est hyper articulé, il a plein d'accessoires. Une trentaine de centimètres, un peu moins. Ouais, non, moins. Il doit faire entre 17 et 20 centimètres. Ok. Et il est beau, il est stylé. De toute façon, son design est tellement cool dans le jeu et la figurine elle est trop belle. Il faut que je trouve un moyen de la. Pour l'instant, j'arrive pas à trouver l'histoire que je vais raconter avec justement, donc je l'ai pas encore pris en photo. Mais mon jouet préféré, ça doit être un jouet Batman, quoi, parce que c'est vraiment. C'est ton héros préféré. Batman, c'est le sang de la veine. Et je suis toujours à la recherche du jouet Batman parfait, sauf que ça n'existe pas, un jouet parfait, et que le Batman parfait n'existe pas parce qu'il y a tellement de versions de Batman qui sont trop bien. Mais ouais, ça doit être celui que je ressors. Tu vois, quand j'ai pas d'idée, quand je sais pas ce que je vais faire, c'est quand même régulièrement, généralement, un jouet Batman que je ressors pour retrouver l'inspiration, la foi. Et c'est souvent un jouet Batman qui est une adaptation du Dark Knight de Frank Miller. Donc la version comic book, le vieux Batman un peu, tu vois, un peu tassé, un peu trapu comme ça, un peu grognon, un peu vénère, de la gamme Figma, qui est une gamme japonaise qui fait des figurines délicieuses que tu as envie de manger tellement elles sont cool. Et cette version-là de Batman, je la ressors souvent pour tu sais, c'est un nettoyeur de palette. Okay. Quand j'ai fait plein de photos avec plein de jouets et que je sais plus trop où donner de la tête, je ressors lui là. Il remet un peu l'église au milieu du village et ensuite je peux repartir sur une nouvelle phase. Celui-là, tes enfants n'ont pas le droit de le toucher. Si, ils peuvent. Il est celui-là, il vit avec vous. Puis surtout celui-là, il fait partie de la famille. Surtout celui-là, je l'ai en 3 exemplaires, je crois. Ah oui. Mais 3 exemplaires déballés ou t'en as un déballés, quand même que... Non, ils sont tous déballés. Ils sont tous déballés parce que c'est 3 exemplaires, mais à chaque fois avec des accessoires un peu différents, tu vois. Mais globalement, c'est la même figurine. C'est juste. Il y a des éditions avec, tu vois. Ah là, ils lui ont mis un visage qui grogne. Du coup, je vais être obligé de le choper. Les prétextes. Ouais, c'est horrible. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu une évolution dans la qualité du jouet, la qualité des figurines? Ah bah oui, ouais, c'est ça aussi qui m'attire, c'est que. Évolution du bon côté ou du mauvais côté, peut-être en. Bah, le mauvais côté, c'est que le jouet pour adultes est devenu vraiment un objet. En fait, l'offre et la demande a donné des idées à des marques comme Mattel, comme Hasbro, les grosses marques qui savent qu'il y a des spéculateurs, qui savent qu'il y a des scalpers, qui sortent donc des éditions limitées. Enfin, c'est devenu vraiment un marché qui s'est fait bouffer par l'appât du gain, si tu veux. Donc, de ce point de vue-là, ça a changé. Oui, c'est devenu beaucoup moins. C'est devenu beaucoup moins innocent, le rapport à l'enfance que je pouvais avoir avec le jouet, il a, de ce point de vue-là, il a complètement disparu. En revanche, techniquement, le jouet, la figurine articulée, l'action figure, est devenu quelque chose c'est devenu un art à part entière. Enfin, il y a des constructeurs particulièrement asiatiques qui font des objets. Des objets incroyables, enfin tu vois, avec là rien que le Peter B. Parker que je t'ai montré tout à l'heure, qui sont hyper articulés avec je sais pas des 50 points d'articulation différents avec lesquels tu peux faire absolument tout ce que tu veux et avec des accessoires qui te permettent de recréer des scènes particulières. Il y a un choix aujourd'hui, il y a une offre pléthorique qui fait que c'est très très difficile de pas trouver ton bonheur, quoi. C'est ça, parce que dans le jouet que tu as sorti dans le petit sac en plastique, il y avait je sais pas combien de mains, de pieds différents, de jambes, de tête avec le masque, sans le masque, à moitié mis. Tu as le choix du coup ça te permet pour moi c'est d'autant plus de possibilités de raconter des histoires et de faire fonctionner mon imaginaire. Puis au final t'achètes une figurine mais tu peux en faire plein d'utilisations différentes. Une idée du prix de ce genre de figurine qu'on peut celle-là ça doit être 120 balles.
Ah ouais. Ah bah ouais, oui, oui. On Eh appelle- oui. Ah, Bah, c'est déjà, tu c'est payes pas des l'import. jouets, mais c'est même pas. Tu payes l'import déjà. Tu fais, enfin, Ouais. c'est des jouets qui viennent c'est des jouets qui 120 viennent du balles. Japon. Et puis c'est des jouets c'est des jouets premium quoi. C'est pas des jouets que tu vas Oui, trouver bien sûr. tu vas pas les trouver à la grande récré. Je comprends Tu les pourquoi tu trouves les dans les donnes pas boutiques aux spécialisées. enfants. Voilà, c'est ça aussi. C'est-à-dire que les Marvel Legends de chez Hasbro, c'est cool. T'en Ouais. trouves chez Auchan, t'en trouves à la grande récré et dans les boutiques spécialisées pour les éditions un peu particulières. Mais globalement, ça c'est des jouets qui coûtent entre 25 et 35 euros et qui sont accessibles à peu près à tout le monde. Moi, c'est ça que je vois souvent. Du coup, je me Mais disais, ça, c'est cool ceux-là aussi, que tu hein, il y en prends, a tu vois. certains qui sont cool, mais moi j'aurais tendance à me diriger vers plus les jouets premium parce que bah, les finitions sont plus belles, parce que ils prennent mieux la lumière, parce que c'est du meilleur plastique, Ouais. parce que tu as 4 visages différents. Enfin voilà, donc j'y balance beaucoup de fric. Ouais. Et ceux-là sont trouvables uniquement sur internet en Sur export, ou alors tu Internet, peux. Il y a ou des dans il y a des dans boutiques dans ouais, il y les a des dans les boutiques grandes villes. il y a des boutiques spécialisées à Paris et en France. Tu peux acheter en ligne ou en boutique. Et ouais, ça se trouve mais la plupart des gens achètent sur Internet. Ok. Ouais. Et donc, on disait tout à l'heure que c'était quelque chose de hyper accessible pour tout le monde, selon ses moyens. Oui, bien on sûr. a un téléphone, Bien sûr, on mais ce que a je veux dire, c'est 2-3 que- figurines à la maison. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils, toi, pour les gens qui se disent ah, mais moi j'aime bien la photo, c'est vrai que j'ai des jouets, j'ai jamais pensé à faire ça. Des conseils un peu pour commencer Bah, en fait, c'est de savoir ce que tu as envie de faire avec, c'est-à-dire moi, en fait, mon premier conseil pour tester, pour voir ce que c'est effectivement d'acheter des figurines qui soient pas très chères, pas très coûteuses. Donc tu vois, si t'aimes les comics, t'achètes une Marvel Legends ou deux. Si t'aimes Star Wars, t'achètes une Star Wars Black Series, qui sont déjà des figurines quand même assez élaborées, avec plein de points d'articulation. Tu peux leur faire plein de trucs différents. Et ça va pas te revenir à des centaines et des centaines d'euros. Ouais. Donc prendre des figurines comme ça dans un univers qui te plaît et aller dehors. Il fait beau, il y a du soleil, tu vas dehors, tu trouves un coin de verdure, un parc, une petite forêt, un jardin public ou quoi que ce soit. Tu fous ta figurine dans la nature, tu prends quelques références photos sur ton smartphone et t'essayes de recréer une pose, que ce soit une marche ou une figurine posée sur un caillou, je sais pas. De faire une photo avec ton smartphone, d'essayer sur différents angles, d'être curieuse ou curieux en fait, de faire des tests, de pas avoir peur de faire des choses un petit peu simplistes pour commencer. Ouais. Et petit à petit, si la discipline te plaît, si tu as envie de pousser le truc un petit peu plus loin, les choses vont se faire au fur et à mesure, ne serait-ce que bosser avec la lumière du soleil et constater que selon l'angle, selon la manière dont tu poses ton toy, la lumière du soleil va l'impacter différemment et va raconter quelque chose de différent. Ça va peut-être te donner envie d'acheter des petites lights à 10 balles sur Amazon et tu vas recevoir tes petites lights et donc tu vas commencer à comprendre comment fonctionne la lumière. Moi, tout ça, c'est des trucs que j'ai appris en faisant, tu vois, Ouais. sur le tas. Et ça s'est fait de manière très progressive. Ce qui est cool, c'est que la courbe de progression, quand tu fais de la toy photographie, contrairement à quand tu découvres la photo pure et dure, je pense, il y a une courbe de progression qui est très rapide. C'est-à-dire que très vite, tu apprends des choses, très vite tu progresses. Et ça, c'est vraiment hyper galvanisant parce que au fur et à mesure que tu fais des photos, tu testes des nouvelles techniques et tu as l'impression de raconter des nouvelles choses T'as avec. pas l'impression de stagner ou quoi. Exactement. Et quand tu prends en photo des jouets, c'est quand même beaucoup plus pratique que prendre en photo des animaux ou des êtres humains Ouais, c'est qui vrai. bougent, que tu dois diriger. Un jouet, tu le mets dans la position que tu veux et ensuite il bouge plus. Sauf si tu sors de la pièce comme dans Toy Story, on sait jamais. Bien sûr, ça on sait pas. Y a Mais moyen. ton jouet, il va jamais te regarder et dire c'est fatigant là cette séance Ouais, photo. J'en ai marre. Tu vois, Je paye en heure sup c'est ou... toi qui décides. Et ça, ça a un certain confort quand même. Donc voilà, je trouve que c'est une manière. Et en plus, moi je suis resté concentré sur la toy photographie, mais je sais, parce que je l'ai vu autour de moi, qu'il y a des gens qui ont découvert la photo grâce à la toy photographie et qui se sont pris de passion pour la photo tout simplement et qui sont devenus photographes. Quoi, tu vois. C'est vrai Donc, qu'avec le nombre d'articulations, de positions qu'on peut faire, la façon de cadrer, la Ouais. façon de mettre la lumière, c'est vrai qu'au final ça peut tu servir découvres, dans n'importe et puis quelle ça, situation. Après, tu découvres les objectifs. Bien Tu vois, sûr. moi, au début, je prenais ça Ah bah avec oui. un appareil photo Ah oui, réflexe. c'est vrai. Ensuite, j'ai découvert que les objectifs macro te permettaient d'aller au plus près du jouet, de jouer sur les effets de profondeur de champ et tout. Ouais. Tout ça, c'est des trucs que tu découvres petit à petit, que tu apprends à maîtriser.
Et moi, je suis complètement autodidacte là-dedans et c'est trop bien. J'adore. Et puis il y a des effets. Tout à l'heure, je parlais de la neige d'Action Man. Ouais. Tu m'as dit avec du polystyrène. Dans tes photos, je vois Avec de la du polystyrène, je vois avec de la fumée et tout. farine, de la fumée. Ah, de la farine aussi. J'utilise la rose plante de ma meuf pour faire de la pluie. Ok. Tu vois, mais en revanche, la première fois que j'ai essayé ça, ça rendait hyper moche. Tu voyais juste un jouet avec de la flotte qui tombait dessus, mais tu Ok. voyais que à aucun moment ça ressemblait à de la pluie. Et en fait, en discutant avec des photographes américains, le mec m'a dit non, mais en fait, ton appareil photo, il faut que tu le règles sur tel et tel truc. Comme ça, quand tu vas prendre ta photo, ça va fixer les gouttes de pluie dans l'espace. En fait, ça va et donc donner cette impression ouais. de pluie. Selon comment tu règles ton appareil, les gouttes vont être plus ou moins longues Ok. parce que le temps de diffusion capture, de la lumière de ouais. capture est différent. Donc tout ça, c'est des trucs que j'ai appris en échangeant beaucoup en fait avec les toy photographeurs et photographeuses du monde entier. C'est pour ça que je disais que c'est une communauté assez bienveillante, c'est-à-dire que c'est pas une communauté qui garde ses secrets pour elle. Il y a vraiment ou en tout cas au début. Parce que moi je suis moins actif dans la communauté on va dire aujourd'hui, mais au début il y avait vraiment ce sentiment de partage, d'apprentissage en commun qui était hyper bienveillant et entraînant. Ça te donnait envie d'en apprendre plus, quoi. Et puis dans l'entraide aussi. Absolument. D'où Ouais. d'où l'importance aussi d'aller, pourquoi pas, dans des conventions ou quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai Grave, découvert la toy grave. photo. J'ai vu vraiment j'allais dire Des des impressions, kilomètres, ouais. mais Ouais. vraiment des murs entiers de cadres de photos imprimés en grand, et puis même des dioramas où les gens pouvaient placer un peu les objets. Ouais, ils avaient et fait des s'y petits essayer. ateliers, Ouais, des petits Ouais. ateliers. Et je trouve T'as dû ça. rencontrer Item, je pense que c'est Item. Et je trouve ça super d'aller regarder ça, d'aller discuter avec eux, de te suivre sur ton compte Insta, donc French Toy French Toy Love, Love. et également d'écouter un podcast Ah. qui a eu pas mal d'épisodes, qui s'est arrêté Ouais. et qui va revenir. Le Ouais. podcast s'appelle 20th Century Toys. Que Ouais. tu fais ça avec, t'as fait ça avec des potes. Tu peux nous en parler un peu? Absolument. Alors 20th Century Toys, c'est un projet qui est né, si je me trompe pas, on le faisait sur Webedia ou pas? Je sais plus si on le faisait chez Webedia à l'époque, mais en tout cas, c'est un projet qui est né il y a quelques années. En fait, j'avais un podcast qui s'appelait qui existe toujours, mais auquel je ne participe plus, qui s'appelle Comics Outcast, où on parlait de comic books, Ok. que j'ai créé en secret chez WeFM le soir. On enregistrait le podcast, j'avais une émission le soir qui s'appelait Cocktail jusqu'à 23h, et à 23h, j'avais tous mes potes qui débarquaient Il y a chez WeFM. prescription maintenant. Et on enregistrait le podcast là-bas, donc Comics Outcast, qui existe toujours, qui a fêté ses 10 ans et qui maintenant a été récupéré par sa communauté. C'est-à-dire que c'est nos premiers auditeurs qui aujourd'hui animent ce podcast et qui se le sont appropriés. Incroyable. On est trop contents de C'est ça. trop bien ça. C'est une vraie fierté. Et ce podcast-là, je le faisais avec des amis dont certains partageaient avec moi cette passion du jouet. Et Ben Renaud, donc, qui se faisait appeler Nekoto à l'époque, qui faisait partie du Comics Outcast, a dit ce serait trop bien qu'on fasse un podcast sur le jouet. Et donc on a recruté deux potes, un qui s'appelle Greg Elio, à savoir Golden Greg, pour les internets que vous connaissez peut-être via Sumimasen Turbo, qui est une chaîne YouTube qui a été montée par des anciens de Gamecult qui parlent de jeux vidéo et de culture japonaise, et qui est passionné de jouets lui aussi. Et Nicolas Brosso, qui lui a travaillé dans l'industrie du jouet, qui a été fabricant de jouets pour des sociétés internationales, qui est allé voir des usines en Chine de fabrication de jouets et qui s'est écarté de tout ça pour devenir créateur de jouets indépendants. Ouais. Et on a monté ce podcast, donc 20th Century Toys, qu'on s'est mis à filmer parce qu'on trouvait que c'était cool de parler de jouets et de pouvoir les montrer en même temps. Et puis par la force des choses, pour des raisons d'emploi du temps, pour des raisons de lieux qui n'étaient plus disponibles, le podcast s'est un petit peu éteint tout seul. Et là, enfin, en 2025-2026, on va relancer ce podcast chez le Studio 17. Studio 17, c'est un studio, donc un collectif qui appartient à la team de La Bonne Auberge. Ouais. La Bonne Auberge, c'est une chaîne YouTube d'actual play, de Donjons et Dragons ou de jeux de rôle plus. C'est super. Allez voir. Moi, j'ai Allez voir ce découvert qu'ils font. La Bonne Auberge il y a quelques temps. Donc ouais, non, franchement, allez voir, c'est trop bien. Même si vous n'aimez pas le jeu de rôle ou que vous ne connaissez C'est pas, trop bien. juste C'est trop il bien. y a ce collectif-là, ils sont trop marrants. C'est très très Et cool. donc, Et ils Lucien ont créé Men, qui est ce le- studio 17, c'est ça. Ils ont créé le Studio 17, Lucien Men, donc, qui est avec son frère Max Mammouth, les co-créateurs du studio. Ce sont des amis de très très longue date. Ok. Lucien, je le connais depuis la fin de l'adolescence, début de l'âge Ah oui. adulte. Donc ouais, ça remonte à il y a très longtemps.
Et je suis trop fier qu'ils aient monté ce collectif La Bonne Auberge, qu'ils aient démocratisé le jeu de rôle et Donjons et Dragons avec des gens comme Pénélope Bagieux, Adrien Méniel qui participent avec eux, c'est trop bien. Et d'avoir monté ce studio, le Studio 17 donc, qui est devenu, avec lequel ils lancent une véritable plateforme d'offres VOD à la rentrée. Avec donc entre autres La Bonne Auberge, mais aussi plein de programmes différents, dont 20th Century Toys. Ils nous ont proposé de reprendre ça chez eux, et avec Ben Renaud, on s'est dit mais faut y aller, parce qu'en fait la communauté 20th Century Toys qui s'était développée autour du podcast, elle n'a pas disparu, elle demande toujours un peu à corps et à cri le retour du podcast. Nous on est toujours passionnés de jouets, donc on s'est dit bon bah là voilà, on a une structure pour le faire, c'est chez des potes, oui clairement on va le faire quoi. Donc ça sera en vidéo et en audio. Ce sera en vidéo et en audio, ce sera à quelle fréquence pour le moment on n'en est pas sûr, on va essayer de faire une mensuelle, ce serait génial, sinon ce sera une bimensuelle. Pour le moment tout reste à faire, mais ce qui est sûr c'est que ça a été crowdfundé et financé. Ouais, c'est ça, c'est super parce que donc il y a eu donc un financement participatif, il y avait plusieurs paliers. Donc dès qu'il y avait un palier qui était atteint, hop, il y avait une nouvelle émission qui arrivait. Et nous, si je me souviens bien, on était le palier à 300 000 balles. Ouais. Et on a atteint 300 000 balles. What? Et là, 300 000 balles. Ça s'est arrêté à 325 000. Ouais, j'ai regardé un truc là. comme ça. Et donc 300 000 balles, c'était le retour de 20th Century Toys. Donc maintenant, de toute façon, on est obligé. Bah oui. de c'est trop bien. 2026. Fin 2020. Enfin, l'idée, ce serait de pouvoir commencer à tourner là à la rentrée de septembre-octobre. Donc, si on peut, on aura peut-être même un premier épisode dispo fin 2025. Oh. Sinon, tout début 2026. Ouais. Ok. Bon, on va suivre ça. Les épisodes de 20th Century Toys, de quoi vous parlez ? Vous parlez de figurines, enfin de marques, d'articulation. On essayait d'articuler l'émission en plusieurs parties. Déjà, à chaque début d'émission, chacun des membres ramenait sa dernière acquisition. Donc c'était un peu de la review. On parlait du dernier toy qu'on avait acheté, qu'est-ce qu'on trouvait cool dedans, qu'est-ce qu'on trouvait pas cool. Enfin, on faisait de la review de toy en fait. Ensuite, généralement, on avait un gros dossier qui prenait la plus grosse partie de l'émission où on parlait du genrage dans les jouets. Tu vois, pourquoi les jouets roses encore aujourd'hui en 2025, tu as des rayons avec des jouets en rose et des rayons bleus pour les garçons où tu as tous les dinosaures et les pompiers et les chevaliers, et un rayon filles où tu as toutes les poupées et les Barbies et tout. Donc on pouvait faire des dossiers là-dessus. Nicolas Brosseau nous avait fait tout un dossier sur comment ça se passe dans les usines en Chine, véritablement les jouets que tu reçois sur lesquels il y a écrit Made in China sous le pied droit. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, et donc de la sensibilisation sur les conditions de travail dans ces usines-là. En fait, on essayait de brasser très très large. On faisait également du reporting de convention, du react à des grosses annonces. Enfin voilà, donc plein de choses comme ça. Donc il y avait un dossier, et ensuite, en fin d'émission, il y avait une troisième partie qui était un unboxing où on avait justement la boutique Album Comics qui est juste à côté d'ici, qui nous prêtait généralement un gros jouet coûteux qu'on n'avait pas les thunes de s'offrir, et qui nous le prêtait pour qu'on puisse faire un déballage et une réax en direct de ce que nous inspire le jouet, ce qu'on peut y trouver, où se le procurer. Quand tu dis coûteux, c'est combien ? Généralement c'était des figurines Hot Toys, tu vois, donc des jouets de collectionneurs avertis qui coûtent entre 300 et 400 balles quoi. Ah ouais, ok. Voilà, des pièces de collection. Oui, des trucs de belles pièces. Même moi moi par exemple, c'est le genre de jouet que j'achète très 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 peu. Mais t'en as ? Ouais, mais j'en ai 4 quoi, tu vois. C'est en mode déco chez toi ? C'est en mode déco, je les prends parfois en photo, mais tu peux pas, c'est pas non plus, tu peux pas les mettre, enfin tu vois, tu les emmènes pas dans la boue, tu fais pas n'importe quoi avec quoi. Donc c'est des objets très particuliers, mais en revanche en avoir un entre les mains, c'est toujours magnifique, pouvoir le déballer et en parler, c'est trop bien. Donc voilà, ça s'est articulé comme ça. Est-ce que l'émission va se dérouler je pense que le conducteur va changer et qu'on va essayer d'en faire quelque chose. C'était une émission qui durait très facilement 2h20. On parlait. Quand t'as des passionnés qui parlent, tu vois plus pas de limite. Non, mais c'est sûr. Mais là, je pense que, étant donné qu'avec le Studio 17, on a la volonté de proposer un truc plus structuré, plus. Je pense qu'on va essayer de resserrer le conducteur, de faire quelque chose de plus impactant, où on se laisse moins aller à digresser à chaque fois sur n'importe quel type de sujet. On va faire un truc plus tenu, en tout cas. C'est la même team ?
Ça va être la même team, ouais. Ok. Ça va être la même team, mais on n'est pas. En fait, le problème, c'est qu'on est quand même 4 paires de couilles dans cette émission. Ouais. Lorsqu'on le faisait, on essayait d'inviter régulièrement des filles. On a envie vraiment de diversifier et de montrer que le jouet, c'est pas uniquement une passion masculine. Il y a plein de personnes d'orientation et de type voilà, De genres différents. de genres différents qui sont passionnés de ça aussi, et on a envie de le montrer et de rendre ça accessible à toutes et à tous. Donc voilà, on a envie que ce soit une émission ouverte. Donc la core team sera la même, mais on va essayer d'avoir un plateau un peu tournant pour qu'il y ait de la diversité à chaque fois, quoi. Et puis tant qu'à faire, vous allez écouter les derniers, enfin Ah ouais, ils sont tous encore les disponibles. épisodes de Ils sont 20th tous encore Century disponibles. Toys qui Voilà. sont encore disponibles. Ouais. T'as un autre podcast aussi que j'aime beaucoup, rien à voir avec le jouet. Ouais. C'est Breakfast Ciné Club. Ah, le Breakfast Ciné Club, Mais ouais. ça, où on parle de- là, c'est en partenariat avec Universal ou Ouais, un c'est en truc comme partenariat ça avec Universal. On enregistre ça chez Deezer avec Terry et Marie. avec Terry LTAM et Marie Palot, et de temps en temps des invités, parfois les équipes du film. Tu vois, là pour le dernier Jurassic World, on a eu Gareth Edwards au micro. Stylé, On avait eu le réalisateur de Dragon aussi. Donc parfois très stylé. on a des équipes, et ouais, c'est cool. C'est un petit podcast qui dure une vingtaine de minutes, et on parle d'un film. Ça sort tous les mois. Ouais, c'est une fois par Ouais. mois généralement. Ouais, généralement, c'est une fois par mois. Là, attends, on est en septembre. Donc, normalement, le prochain, je crois qu'il y a un film d'horreur qui arrive. Il y a les 30 ans de Blumhouse dont il va falloir qu'on parle. Blumhouse, c'est le studio de. Le studio de cinéma le studio de Jason Blum qui a produit Paranormal Activity, les Halloween, tout un tas de films d'horreur hyper populaires, les Conjuring et tout ça, c'est chez Blumhouse. Donc je pense qu'on va célébrer les 30 ans de Blumhouse comme il se doit en faisant une émission, je pense, spéciale film d'horreur ou un truc comme ça. Et je sais plus quel est le line-up de sortie, mais il y a plein de films cool qui vont sortir en 2025-2026. Il y a le deuxième épisode de Wicked qui va arriver, Ouais. Magicien d'Oz. Donc voilà, pas mal de perspectives à T'es par- venir. t'es partout. Tout à l'heure, quand Trop de trucs. t'es arrivé Trop de trucs, au Yanko Bar, là où on enregistre cet épisode, il y a ton fils qui dit mais papa, pourquoi tu fais plein de trucs filmés Pourquoi t'es invité partout? Bah ouais, j'arrête pas en fait. T'arrêtes pas. Mais tant mieux. Mais c'est cool d'un parce côté. qu'en fait tout est intéressant. Tu vois, j'anime aussi des avant-premières des événements d'avant-première de films. Ah, Et ça, par contre, c'est trop bien. mais je pourrais me l'éviter, tu vois. Je pourrais m'éviter ce genre parce que en fait c'est beaucoup de prépa, c'est de la pression en plus parce que la plupart du temps c'est au Grand Rex. Tu vois, t'es sur la scène du Grand Rex avec je sais pas, avec Timothée Chalamet et tout. C'est Parce qu'il y a génial. les, il y parce a que les acteurs et tout. Mais il oui, y a et en fait les producteurs. c'est hyper. Moi, je suis pas du tout blasé de ça. C'est à Ouais. chaque fois j'ai un regard hyper. Enfin, je trouve ça génial de pouvoir approcher et échanger avec des personnalités qui m'inspirent ou que j'ai énormément admiré. Tu vois, quand j'ai fait Brad Pitt, j'étais là, alors mec. J'ai grandi avec tes films et là on est sur scène à se checker et, moi je te pose des questions, c'est ouf. Là, donc tout ça, moi je prends pas ça pour acquis, je trouve ça trop bien. T'étais en interview sur scène. Ouais, sur Sur la scène du Grand Rex avec avec Brad Brad Pitt. Et c'est trop bien. Ouais. Enfin, tu vois, je peux pas dire non quand on me propose ces trucs-là. Bien sûr. Mais c'est ce qui fait que je fais beaucoup de trucs. Alors c'est très épanouissant, mais j'ai peu de temps pour. C'est ça. peu de temps pour. T'arrives quand même à trouver un peu de temps pour toi où à chiller dans ton canapé Voilà, ou c'est pas? chaud quoi. T'arrives pas Moins qu'avant. Moins Ouais, qu'avant. Tu m'étonnes. C'est pour ça qu'il y a moins de photos de toys en ce moment, tu vois. J'en accumule et j'ai plein d'idées de photos à faire, mais il faut que je prenne 1 heure, 2 heures pour me poser, pour faire un setup, Ouais. pour faire ma photo et tout. Donc c'est voilà, j'ai un problème qui n'en est pas un, c'est-à-dire que je bosse beaucoup pour faire des trucs que je kiffe, donc ça c'est trop bien. Mais effectivement, faudrait que je prenne le temps de me poser un peu. C'est quoi l'événement le plus fou que t'es présenté? Tu parlais d'avant-première, mais genre le truc qui restera vraiment dans ta mémoire tout le temps. Le plus dingue pour toi. Bah en fait, alors il y en a plusieurs, mais si vraiment je dois dire pour moi, celui qui a été... En fait, à l'époque, quand je bossais chez WeFM, j'ai fait mon premier Grand Rex avec WeFM. WeFM était en partenariat avec la sortie d'un film-concert de Metallica. Et le bassiste et le batteur, donc Lars Ulrich et Robert Trujillo de Metallica, venaient présenter le film sur scène au Grand Rex. Waouh.
Et avec ma collègue de l'époque, Marjorie H, la direction de WFM nous a demandé d'être les intervenants qui animaient cette avant-première sur la scène du Grand Rex. Et donc, c'était pour la première fois, je me retrouvais sur la scène du Rex, face à un Grand Rex. Donc, le Grand Rex, quand c'est plein jusqu'au dernier balcon, c'est 2800 places. Donc, tu as un mur de personnes devant toi, avec le batteur et le bassiste de Metallica sur la scène. Et dans la salle, parce que c'était un événement officiel Metallica et tout, il y avait les mecs de Gojira, les mecs de Justice, les mecs qui étaient dans le public. Et j'étais fan de Gojira et j'avais signalé avant que les mecs de Metallica arrivent, j'avais dit c'est trop cool que vous soyez tous là. D'ailleurs, je vois qu'il y a par exemple les mecs de Gojira dans la salle, et là toute la salle du Rex s'est levée pour leur faire une standing. Et les mecs de Gojira, ils étaient là genre j'avais croisé Mario le batteur à la fin, et il m'avait dit mec merci. J'étais là genre mais c'était même pas prévu. Je sais pas. Gojira, c'est un groupe de métal français, c'est l'un des meilleurs au moment. C'est le plus gros groupe de métal français. Ils étaient à la cérémonie d'ouverture des JO. Ouais, et ils rayonnent à l'international, et à l'époque ils faisaient la première partie de Metallica sur leur tournée mondiale, donc pour eux c'était vraiment une sorte de et je pense que c'est l'événement qui a été le papa de tous les événements qui ont été là par la suite. Après, je t'avoue que ouais, Brad Pitt t'en as fait pas mal aussi. Brad Pitt c'était un truc quand même, parce que c'est un peu ça a été un acteur générationnel pour moi, quel que soit ce qu'on peut penser de Brad Pitt aujourd'hui et tout. Pour moi, il y avait un truc de j'ai grandi avec Entretien avec un vampire, avec Fight Club, avec Inglourious Basterds. L'avoir en face de moi et juste le checker et pouvoir lui poser quelques questions devant le Grand Rex, enfin sur la scène du Grand Rex, c'est un privilège, quoi, tu vois. Donc, il est sympa. Il était hyper cool. Oui, c'est un Américain. Les Américains en interview, ils sont. Non, bah lui, en plus, il est rompu à l'exercice. Enfin, si tu veux, il va te faire une petite réflexion. On s'était vu 2 fois dans la même journée. J'avais fait la conférence de presse le matin à l'hôtel, où on s'était rencontrés une première fois, et le soir au Grand Rex. Et quand on s'est retrouvé le soir au Grand Rex, il te rappelle bien qu'il t'a vu le matin, il te dit un truc. C'est un truc d'Américain. T'as l'impression que t'es son pote pendant 5 minutes, mais il le fait tellement bien que ça marche. Donc ouais, c'est grisant, quoi, tu vois, quand t'es dans cette position-là. Donc voilà, il y a des moments comme ça qui sont très marquants, quoi. Voilà. C'est quand même des gros J'espère moments. Qu'il y en aura d'autres. D'ailleurs, si vous allez à des avant-premières, au moins, vous n'êtes pas à l'abri de croiser Joe sur scène. Pourquoi pas, vous lui tendez un jouet comme ça. N'hésitez pas à venir faire un petit check. Juste, il y a un truc que j'ai pas dit pour revenir à la radio, à WeFM. C'est encore disponible. Il y a un podcast que tu faisais sur WeFM. Un pop-up que j'adore. C'est encore sur le site de WeFM. Ouais, c'est encore dispo. Je sais pas pour combien de temps. Je sais pas s'ils ont prévu de l'enlever. Moi, j'ai pas prévu de les saouler avec ça. Mais franchement, c'est trop bien. Pop-up, en fait, c'était des petits épisodes de 2 minutes où tu faisais un lien entre la pop culture, cinéma, séries, jeux vidéo, quoi, avec une musique rock. Exactement. Et tout ça, c'était produit par l'éminent Vincent Wagner. Dont je ne peux dresser suffisamment de louanges. Je le connais, on a commencé chez WeFM, lui il est arrivé 1 an avant moi, je crois. C'est un producteur, c'est un faiseur de son, c'est un sound designer. C'est un génie. Il fait les habillages, c'est lui qui fait les jingles et tout, et c'était mon binôme pour Pop-Up, effectivement. Et on a construit ensemble, je sais plus combien d'épisodes il y en a plusieurs centaines, parce qu'on en faisait, c'était tous les jours. C'était tous les jours. Moi, c'est-à-dire, il m'a dit, tu pourrais pas faire un petit podcast, tu sais, pop culture, machin et tout. Bah ouais, bien sûr, je vous en fais un par jour. Quand je l'ai dit, je me suis dit, ouais, ça va être facile, c'est cool. Et en fait, non, très rapidement, c'est devenu difficile. La première saison, en tout cas, il y en a eu 1 par jour. Et la deuxième saison, on a fait quelques rediffs, tu vois, j'en faisais 3 par semaine. Et puis, on faisait 2 rediffs parce qu'on en avait tellement en stock que voilà. Mais il y en a eu beaucoup quand même. Et on retrouve aussi ton côté parce qu'il y a beaucoup enfin, dans l'écriture c'est fait très minutieusement avec des vannes, avec des bruitages et tout. On retrouve un peu le côté théâtral, on va dire, du moins dans tes débuts de WeFM où tu disais c'était faire une chronique jeu vidéo, mais un petit peu théâtralisé et tout. Faut que ce soit ludique, quoi. Faut que ça raconte des histoires, faut que ce soit marrant à écouter, faut que t'apprennes un truc, mais qu'en même temps tu te sois marré, quoi. T'aies pas l'impression qu'on t'ait appris un truc juste il soit rentré mais que tu l'aies entendu entre 2 vannes ou quoi, c'est trop bien. Ça s'appelle Pop-Up, allez écouter, ça dure 2 minutes, ça se mange sans fin, ça s'écoute sans fin. D'ailleurs ça m'a inspiré moi pour un podcast pour Voltage, parce que je travaille sur Voltage, dans le même style avec Vincent Wagner aussi, producteur. Je me suis dit ce que tu faisais pour Joe, est-ce qu'il y a moyen que tu me fasses alors c'est beaucoup moins bien, et moi c'est une fois par semaine par contre. Jamais de la vie, c'est mieux, mais t'as bien fait jamais de la vie je fais ça une fois par jour.
Non mais tu vois, tu me dis tu fais trop de trucs, c'est parce que en fait le problème c'est que je me rends pas compte de la Ouais, charge de travail que vont représenter les choses quand je les accepte. Donc je dis ouais grave de ouf, je peux faire ça. Et après, je me dis mais t'es con quoi. Pourquoi t'as fait ça? Et j'apprends pas de mes erreurs puisque je continue d'accepter. Donc en tout cas, là, j'espère que vous avez tout noté. Dans tous les cas, tout est en description. N'hésitez pas. Mais vous allez pouvoir suivre Joe sur Instagram, son compte perso, Ouais. son compte de Toy Photo, donc French Toy Love. French Toy Love, ouais c'est ça. Le podcast 20th Century Toys qui va bientôt ressortir. Vous pouvez déjà vous faire les épisodes précédents, précédents. Pop-up, je vous invite aussi à aller pourquoi pas écouter, c'est très sympa. Et on arrive à la fin de cet épisode. Eh oui. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bah non, avec grand plaisir. Pour terminer, Ouais. j'aimerais faire quelque chose que je vais faire pour la première fois et j'aimerais faire ça pour les prochains épisodes. Il n'y a pas longtemps, il y a l'un de mes podcasts préférés qui s'est arrêté, qui s'appelle le Floodcast. Bien sûr. dans lequel Ceci était le Floodcast. T'as été invité aussi dans le Floodcast. Ouais, j'en ai fait 3 je crois. Moi j'étais invité dans les hors-séries. En fait, il n'y avait jamais ce bon vieux Adrien Méniel qui une énorme feignasse. Il était pas là dans tes épisodes. Non, il était pas là dans mes épisodes Ok. parce qu'en fait, Flaubert faisait des épisodes parfois hors série. Ok. Quand il y avait un Star Wars qui sortait, on a fait un hors-série Ah, Star ouais. Wars, un hors-série Batman, un hors-série Spider-Man. Et donc, il m'invitait parce qu'il savait que j'étais féru de ce genre de franchise et d'univers et que je pouvais en parler. Et comme c'était des hors-séries, Méniel il disait oh bah c'est des hors-séries, du coup je peux Je obligé de viens venir. pas. Il venait pas. Allez. Mais donc, mais j'en ai fait 3 ou 4 je crois. Donc Adrien Méniel que vous allez pouvoir aussi retrouver dans la Bonne Auberge, Bien dans le sûr. Bonne Auberge et le Que studio j'embrasse. 17. Oui, il a dit feignasse parce qu'il le connaît. Hein. Mais- Je me permettrai pas de le dire. non, mais en plus c'est un bureau de travail. Et dans Énorme gros le travail. Floodcast, à la fin de chaque épisode, il demandait des recos culturels aux invités. Et moi, c'était un petit peu ma passion. J'attendais à chaque fois la reco à la fin Oh là là. pour savoir des choses. Là, je t'ai pas prévenu, Non, mais je me dis pourquoi pas. Donc, Joe, pour terminer cet épisode, qu'est-ce que tu aurais à nous conseiller? Un truc que tu as découvert? Ça peut être un film, une série, un livre, une musique, un album, peu importe, une recommandation culturelle. alors peu bah importe. je peux le recommander parce que c'est sorti en VF chez Urban Comics. J'ai toujours lu des comics toute ma vie, Ouais. mais il y a des périodes où j'en lis moins que d'autres, et puis il y a des périodes où je trouve qu'il se passe moins de trucs intéressants. Et là, je t'avoue que j'y croyais pas trop. DC a lancé une sorte de nouvelle trame, un univers parallèle, on va dire, de ces héros principaux qui s'appelle Absolute. Donc t'as Absolute Superman, Absolute Wonder Woman, Ok. Absolute Batman. Et Absolute Batman, j'y croyais zéro. Parce que c'est une sorte de Batman gigantesque, tu vois, alors c'est une montagne de muscles qui je trouvais manquait vraiment de finesse dans son design et tout. C'est écrit par Scott Snyder et c'est illustré par Nick Dragotta. Et en fait, j'ai chopé le premier issue, le premier numéro pour voir ce que ça donnait. C'est hyper bien. Ok. Et il y a au moins le tome 1 qui est sorti en VF chez Urban Comics et qui donc doit rassembler les 5 premiers numéros. Donc tout le premier arc narratif. C'est mortel. C'est hyper bien. Ça renouvelle le personnage de Batman de manière hyper intelligente. Comme c'est un Elseworld, tu t'en fiches, ça va pas te niquer toute la chronologie de Batman que Oui, tu c'est kiffes un officiel et tout. Un truc C'est un à truc à part. part, mais c'est, je pense, pour le moment en tout cas, plus intéressant que ce qui se passe dans le Batman officiel. Et c'est vraiment hyper bien. C'est vraiment hyper bien. C'est un Batman hyper jeune. C'est pas un Bruce Wayne multimillionnaire. C'est un mec qui fait tout au système D. Ok. Alfred n'est pas du tout le Alfred que vous vous imaginez. Et toute sa galerie de vilains. Donc le pingouin, Killer Croc, tout ça. En fait, c'est ses potes d'enfance. Et c'est comme si un peu les Goonies, en devenant adultes, avaient tu vois, Mickey des Goonies en devenant adulte était Ouais. devenu Batman et tous les autres c'était resté ses potes, et tu vas voir comment ça va devenir peut-être potentiellement les super vilains, mais on n'en Ok. sait rien encore. C'est vraiment bien. C'est trop bien. C'est vraiment hyper bien. Ah bah tu viens de me donner envie. Ah ouais. Et Je au-delà pense d'être que hyper vous bien aussi. dans l'écriture, il y a des scènes d'action, mon pote. où c'est jouissif, C'est gros, quoi. c'est Oh. long. C'est des issues, une issue c'est 24 pages. Ok. Donc le tome 1 il doit faire une centaine de pages. Non mais ça se lit. Ouais, ça se lit rapidement. Ah ouais, ça se lit rapide. C'est trop bien. Absolute Batman. En français c'est chez Urban Comics. Mais Merci. sinon c'est chez DC Comics tous les mois quoi. Ouais, merci beaucoup Joe. De rien, avec plaisir. C'était un sorte de clin d'œil au Floodcast et en plus ça nous a donné envie d'acheter ça. Et Ceci de- était et à de lire ça. contre-temps. Ceci était à contre-temps. Merci beaucoup Joe encore une Avec fois. grand plaisir vraiment. N'hésitez pas à aller écouter les épisodes précédents. On a fait un épisode sur la radio. D'ailleurs, on parlait de radio Eh avec Philippe Yado de Nostalgie et Florian Honner de Latina. Il y a eu des épisodes sur Pokémon, sur le rétro gaming et sur un focus sur Il y a Run. mon fils qui a tourné la tête quand
t'es dit Pokémon. C'est vrai? C'est la première fois depuis le début de l'émission qu'on l'intéresse. T'iras regarder et écouter l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre le podcast, à le partager, à le commenter. Bref, ça me ferait extrêmement plaisir et ça nous aidera à faire encore plus d'épisodes, à avoir encore plus d'invités. Et merci encore au Yankobar qui nous a accueillis Merci, dans cool ici. dans son antre ici avec une petite salle en bas avec des Nintendo Switch derrière. D'ailleurs, ça peut être un décor pour faire des photos ici, non? Ouais, Un c'est peu un décor de photo. En plus, il y a des lumières. Décor de pierre, ça fait un petit peu ouais, cave. exactement. cave c'est parisienne. Un peu cave et puis t'as des petites lumières bleues, des lumières rouges, des lumières roses, des lumières. Ça peut être sympa. Il y a vraiment de quoi faire. Ouais. Le Yankobar dans le 6e arrondissement, 15 rue Monsieur le Prince. Vous venez de la part de À Contretemps. Et je te souhaite une belle journée. Merci Joe. Merci et beaucoup. Je te souhaite une belle saison puisque je sais que tu reprends sur la radio Voltage. Je reprends sur la radio Voltage. Une bien belle saison Écoutez 2025-2026. Écoutez Europe 1. Ouais, dans Culture Média, 2 fois par semaine, normalement le mercredi et le vendredi, je viens parler de musique. Et je parle également musique le week-end dans les années top 50. C'est les années top 50, c'est de 20h à 22h, samedi et dimanche sur Europe. Merci beaucoup, salut. Ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode d'À Contretemps. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec de nouveaux invités et un nouveau sujet pop culture. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on traite ici, ça se passe sur l'Instagram du podcast À Contretemps. Je vous ai tout mis en description, allez-y. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochains épisodes. Ah oui, ça serait quand même dommage de passer à côté.